Vous êtes désormais des millions à nous regarder à travers le monde via le satellite Amos 17. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. Nous recevons sur ce plateau ce soir Maître Franklin Nyendieu. Il est expert en sciences criminelles et du comportement. Avec lui, nous allons travailler autour d'une thématique bien précise. Existe-t-il des crimes d'État? Eh bien, le contexte s'y prête puisque depuis peu, nous parlons bien évidemment de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Retrouvé mort, assassiné, je vais le dire une fois de plus, mutilé, sodomisé et bien d'autres mots que je n'oserais pas citer sur ce plateau. Bonsoir, maître. Bonjour, Anne. Merci de m'inviter et de me recevoir dans votre studio. C'est un plaisir singulier d'être là et d'avoir l'occasion de déjà dire ma salutation à l'ensemble de vos téléspectateurs et de vos internautes et surtout relever avec beaucoup de satisfaction la qualité du travail, la qualité exceptionnelle du travail que la jeune équipe que vous constituez mène. C'est admiratif, c'est encourageant et cela montre très bien que les germes de la disruption dans le domaine de l'information, dans le domaine de la monnaie, commence à faire son chemin et son lit chez nous. On peut regarder l'horizon avec une pointe d'optimisme. J'espère que les minutes que nous allons passer ensemble permettront de mettre en lumière un certain nombre de considérations, de réflexions sur les questions que les uns et les autres se posent, à la fois sur la construction de l'état de droit, mais également sur ce qu'on a appelé les crimes d'État, et éventuellement le processus de maturation de notre système judiciaire. Merci pour tous ces propos aimables, Maître Franklin Nyendieu. Je rappelle pour la gouverne de nos chers téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, qui peuvent d'ailleurs nous regarder via la page Facebook ou encore via notre application mobile Play Store, Afrique Inform à télécharger sur Play Store, que vous êtes avocat au barreau, expert en sciences criminelles et du comportement. Nous allons d'une manière ou d'une autre essayer de disséquer toutes les ondes d'ombre qu'il y a autour de cet assassinat qui essaye de faire en sorte que les gens ne puissent plus dormir paisiblement et surtout les journalistes, nous qui sortons chaque matin à la maison pour nous battre mains et pieds liés afin d'offrir le meilleur de l'information au monde entier, non pas seulement aux Camerounais. Alors je dirais que d'entame que dans le cadre de cette émission, nous avons une rubrique baptisée 7 questions magiques. Ici, il s'agirait pour vous de répondre à toutes les questions par oui ou par non. Vous aurez droit également à un joker si vous le voulez bien. Alors, si vous êtes prêts, je penserais bien que nous allons devoir lancer très rapidement avec cette première rubrique. La formule me semble singulière. J'espère qu'il sera plaisant de me livrer à cet exercice-là, donc allons-y. Je ne pense pas que ce serait très difficile pour un aussi brillant avocat comme vous, un homme de parole, un homme de droit, un homme de loi, mais je penserais bien que vous vous m'écrirez bien. Ok, d'accord. On y va. Dans tous les pays du monde, le droit n'est pas toujours aussi droit. Oui. Il y a des situations où il faut privilégier la loi de la force au détriment de la force de la loi. C'est pas tout à fait vrai. Oui ou non? Non. Une justice inféodée ne peut donner aucun jugement impartial. Oui ou non? Non. En matière pénale, les crimes se valent. Oui ou non? Non. Selon vous, le Cameroun est capé pour lutter contre la cybercriminalité? Non. En tant que juriste, vous pouvez défendre un client dont vous savez en âme et conscience qu'il est coupable? Oui. 7e et dernière question. La majorité des crimes au Cameroun sont parfaits? Non. Merci. Mesdames, Messieurs, nous venons là d'essuyer la première rubrique de notre émission. Nous allons entamer la deuxième dorsale. Ici, nous allons échanger à bâton rompu, question de comprendre un certain nombre de choses relativement à l'état de droit. Le Cameroun est-il un état de droit? Ou alors, est-ce qu'il fait bon vivre en matière de justice au Cameroun? Alors, commençons directement avec Maître Franklin Nyendieu. Maître, alors Sa Majesté Jean-Pierre Amogo Belinga a passé sa première nuit au CET. Oui, et avant lui, le ministre d'État en charge de la Défense, ancien,
qui a aussi été secrétaire général à la présidence de la République et d'autres fonctions de prestige et de pouvoir, Monsieur Edgar Alain Mebengor, et puis avant lui d'autres encore, hommes d'État, hommes politiques, hommes d'affaires comme Futso Victor y ont séjourné. Donc, d'un point de vue de l'observation arithmétique, ce n'est qu'un de plus. Et croyez-moi, ce ne sera assurément pas le dernier. Quand on observe de façon froide l'évolution du climat politique et économique de notre pays, il y a fort à parier que d'autres personnes se soient rendues de faits et d'infractions peut-être plus graves, mais en tout cas du point de vue de la loi, répréhensibles, répressibles, et donc à un moment ou à un autre, ils feront face à la justice de notre pays. Donc oui, Monsieur Amougou Belinga est un Camerounais. Si on s'en tient à la trilogie socratique, on dira que tous les Camerounais sont des justiciables. Monsieur Amougou Belinga est un Camerounais, donc il est un justiciable. Il est justiciable. Justement, merci pour cette réponse aussi très brève sur la première question qui vous a été posée. Mais n'allez pas là me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je dis qu'il a passé sa première nuit au 7 mai. Je voudrais bien le dire parce qu'il est classé parmi les hommes les plus influents de ce pays. Et au regard de la situation qui prévaut actuellement, bien de Camerounais sont jusqu'ici stupéfaits du fait qu'il ait passé sa première nuit de ce côté. Mais d'alors, je vais embrayer sur cette autre question. Maître, selon vous, comment se porte la justice de votre pays? La réponse à cette question, je crois, tire une partie de sa source dans la dernière phrase que vous avez dite au sujet de la question précédente. Oui. Lorsque vous relevez que M. Amougou Belinga est quelqu'un d'influent, oui, c'est que vous donnez déjà un indicateur suffisant sur le rapport que notre justice entretient avec les justiciables. Il n'y a pas la justice des forts et celle des faibles. Un état de droit se construit autour du principe selon lequel tout le monde est égal devant la loi. Et donc, la loi ne distingue pas suivant votre portefeuille, suivant votre niveau scolaire, votre statut social, le poste que vous occupez ou quelque autre privilège social que ce soit. Donc, si on intègre des considérations comme celle-là dans notre processus de réflexion, c'est que précisément on est déjà en train de donner un indicateur sur l'état de la construction du droit ou de l'état de droit chez nous. Mais il me suffit de dire, pour répondre stricto sensu à la question, que c'est processuel la construction d'un état de droit. Le Cameroun est en chemin. Et en tant que jeune état, nous connaissons nos balbutiements, nous avons nos difficultés. Nous ne pouvons pas donner de blanc-seing au régime actuel. Il faudra quand même reconnaître que le processus a été lancé, qu'il connaît des bégaiements, quelquefois il y a même des fractures violentes, mais il reste que la construction, elle est là, qu'elle a besoin de tout le monde, qu'elle connaîtra encore quelques ratés, quelques sursautements, mais comme c'est processuel, comme c'est en train de se construire, disons qu'elle a besoin de tout le monde. La construction de l'état de droit a besoin de tous ses enfants, de la contribution de chacun et de tous, chacun à son niveau, les journalistes, les hommes politiques, l'écosystème spirituel et idéologique, les intellectuels, chacun devra participer à la hauteur de son savoir, à la hauteur de ses compétences, pour que se mature et se construise finalement un état de droit adossé sur des bases solides et permettant à chaque Camerounais, mais surtout aussi aux étrangers qui viennent et qui nous regardent d'ailleurs, d'avoir confiance à notre capacité à leur garantir un espace d'affaires, un espace humain sain. Justement, c'est la raison pour laquelle dans l'une des questions de cette question magique, j'ai également posé la question de savoir si il y a des situations où il faut faire passer au devant la force de la loi au détriment de la loi de la force. Oui, la vérité c'est que il faut toujours garantir que la loi prévale. Il faut toujours garantir aux citoyens que chaque fois qu'il y aura un conflit, un contentieux entre eux ou entre eux et l'État, que c'est la loi que l'on s'est fixée qui s'appliquera, que malgré tout, force reviendra à la loi, non pas celle qui est manipulée, non pas celle qui est torturée, non pas celle qui est dirigée dans un sens voulu des uns contre les autres, mais une justice à portée générale, à caractère impersonnel, qui s'applique de la même façon à tous les enfants de ce pays. Donc il est important que les gens aient confiance
que notre justice transpire un minimum de confiance. Parce que lorsque les citoyens ont confiance en leur justice, eh bien, ils ont tendance à se référer à elle lorsqu'ils ont un problème. Il faut se sentir en sécurité. La loi de la force prend le pas lorsque les gens n'ont plus confiance en la force de la loi. Si les gens ont le sentiment... Je vais vous donner un exemple simple. Nous sommes dans la ville de Douala au Cameroun, pour tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Il y a un carrefour célèbre qui est peut-être le plus grand d'Afrique centrale, qu'on appelle le carrefour Ndokoti. Il est de notoriété publique que l'incivisme y règne en maître, les automobilistes autant que les piétons ne respectent aucune règle. C'est l'un des carrefours les plus embouteillés de la ville du Cameroun. D'accord? Il faut également rappeler qu'il y a un des policiers qui se bat autant que faire se peut afin que... Effectivement, c'est là que je vais. C'est pour dire, il y a des moments dans ce carrefour où une dizaine de policiers ne suffisent pas pour maintenir l'ordre et la discipline des usagers. Alors qu'il y en a un qui, à lui tout seul, réussit à mettre de l'ordre parmi tous ces usagers-là. Quelle est la différence entre lui et la dizaine d'autres? C'est que sa simple présence et la qualité de son travail inspirent aux usagers la confiance. Donc quand il dit d'attendre, les gens ont confiance en sa capacité à trouver des solutions et à les faire passer plus vite. Donc ils obéissent. Alors qu'avec les autres, ils ont moins confiance en leur capacité à trouver les solutions. Donc ils essayent de s'en sortir par eux-mêmes alors qu'il y a des agents de maintien de l'ordre qui sont là. C'est la même chose, c'est l'état d'esprit. Quand les citoyens d'un pays ont le sentiment que l'arsenal judiciaire et la manifestation de l'action de la justice est faite de façon à protéger le plus faible, protéger la victime, protéger la veuve et l'orphelin, comme il est de coutume dans le droit, eh bien, ils font davantage confiance à l'institution judiciaire et donc ne recoupent au mécanisme personnel pour se rendre justice. À l'inverse, lorsque l'organisation judiciaire pêche par son impartialité, par sa capacité à protéger la veuve et l'orphelin, eh bien, les gens ont tendance à chercher des mécanismes personnels, quelquefois brutaux, en tout cas à revenir à la loi de la force pour essayer d'obtenir justice. Justement. Alors, au vu de ce que vous venez de dire maintenant, j'aimerais vous poser maintenant cette autre question, maître. Au vu des événements qui prévalent actuellement au Cameroun, peut-on dire que le Cameroun est un état de droit? Je crois que le seul événement de l'odieux assassinat du journaliste Martinez Zogo ne peut pas, ce seul événement ne peut pas suffire à qualifier le Cameroun. Pour répondre à cette question de façon objective, je crois qu'il est important de faire l'anamnèse de notre état de droit et constater quand même que ce crime vient rallonger une liste déjà assez longue de personnages publics, de bavardeurs, comme j'aime dire, parce que il faut faire attention, aucun pays ne doit tuer ses bavardeurs. Les grands pays sont ceux qui laissent leurs bavardeurs, et les bavardeurs, il y en a de deux ordres. Ceux qui, comme nous, sont invités par vous et ceux qui, comme vous, font le travail de journaliste. Il faut faire attention, un pays ne doit pas tuer ses bavardeurs, parce que ce sont les bavardeurs qui réveillent les gens au petit matin, c'est eux qui font en sorte que les citoyens, par-delà les disparités sociales et géographiques, puissent être au même niveau d'information et savoir comment se porte le monde autour d'eux. Et c'est eux aussi qui rappellent, tels des griots, au maître ce que sa cour pense de lui et dit à la cour ce que le maître veut faire. Ce rapport-là est assuré, est garanti par le bavardeur. Et les journalistes font partie des bavardeurs. Les hommes publics qui prennent la parole pour rappeler au maître qu'il n'est pas suffisamment fort, s'il n'a la force de son peuple, sont des bavardeurs. Donc si on analyse notre état de droit sous le prisme de cette conjoncture historique, oui, il y a matière à questionner la capacité de notre état à protéger les uns et les autres. D'ailleurs, j'enfonce une porte ouverte en le disant, parce que si vous lisez la dernière correspondance qu'a faite le président du JICAM après l'assassinat de ce journaliste-là, il relevait effectivement que ce type d'assassinat et la publicité, hélas négative, qu'elle produit sur le Cameroun à l'étranger est de nature à mettre en difficulté le climat des affaires chez nous, parce que précisément cela perturbait la construction de l'état de droit et l'image que les hommes d'affaires à l'extérieur du Cameroun peuvent se faire de nous sur notre capacité à protéger leurs affaires, à garantir leur sécurité lorsqu'ils sont ici. Donc tout cela n'est pas tout à fait bénéfique pour notre pays. Il reste cependant
cependant qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et considérer que si la manifestation du droit peut quelquefois sursauter, bégayer et même s'endormir, notre arsenal législatif est cependant assez bien fourni, il est étoffé. Oui. Ce ne sont pas les lois qui sont le problème, c'est un peu plus l'application de ces lois-là, leur mise en œuvre et la capacité des personnes en charge de la manifestation de la justice qui doivent encore se mettre à niveau et suivre le niveau que nous voulons atteindre d'un point de vue politique. Justement, sauf que, maître, il y a une opinion fortement répandue qui estime que au Cameroun... Qui estime qu'au Cameroun, la justice a des mains liées, elle est inféodée au pouvoir central. Oui, nous sommes un jeune État. J'ai l'habitude de dire sur d'autres plateaux que le piège des États africains, c'est que, regardez dans votre maison, quand vous avez comme moi déjà 4 enfants, 5 enfants, 6, oui. Vous voyez, le premier qui a 10 ans a souvent du mal à considérer que le dernier qui a 1 an ne peut pas courir aussi vite que lui. Les États occidentaux, sur le modèle desquels nos États, hélas, se fabriquent, sont des États qui ont plusieurs siècles d'existence de république. Donc, ils ont eu le temps de balbutier, de commettre leurs erreurs, alors que la télévision n'existait même pas encore. Oui. Et donc, personne n'a vu qu'il y avait ça chez eux. Donc, nous n'allons pas échapper à cette règle-là. C'est-à-dire que c'est processuel, ça se construit. Il y aura des balbutiements, il y aura des soucis. Cela ne dédouane pas les hommes politiques de la lenteur et quelquefois de l'absence de volonté ou de courage politique dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques. J'essaie simplement d'expliquer que nous devons être tolérants vis-à-vis de nous-mêmes et avancer comme des gens qui savent qu'ils ont du temps pour se construire. Maintenant, une fois que cela est dit, il reste que d'un point de vue empirique, oui. Le Cameroun a un souci avec la liberté de sa justice en raison du fait que le pouvoir exécutif garde encore sur les magistrats un certain nombre de pouvoirs et de oui. prérogatives. C'est le chef d'État, par exemple, qui nomme, qui fait et défait les carrières de magistrats. D'ailleurs, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est un problème. Alors, ce qui veut dire que dans le cadre des enquêtes qui ont été mises sur pied par lui, même le chef de l'État, il peut du jour au lendemain dire il faut arrêter cela. Même s'il ne peut pas dire de façon extrêmement claire qu'il faut l'arrêter, il détient par devers lui un ensemble de mécanismes de couloir lui permettant, oui, effectivement, d'entraver le cours et l'exécution d'une enquête, ne serait-ce que parce que c'est lui qui nomme et qui défait les carrières. Donc oui, si vous voulez, il y a une sorte d'épée de Damoclès qui, oui. même si elle ne pèse pas tous les jours, est quand même présente au-dessus de la tête du pouvoir judiciaire et que je pense que de ce point de vue, il y a matière à améliorer, il y a matière à travailler à un peu plus d'autonomie et d'indépendance pour la magistrature. On ne peut pas exclure le fait que notre pays ait été et est même encore aujourd'hui gangréné par un mal profond qui est la corruption et que le pouvoir politique continue d'avoir des tentacules extrêmement profondes dans l'environnement et l'écosystème judiciaire. Et que cela peut participer à diluer l'exercice de la justice ou en tout cas sa manifestation au bénéfice des justiciables. Alors justement, je ne vais pas poursuivre mais revenir précédemment à l'une des questions que j'ai eu à vous poser dans les 7 questions magiques concernant la valeur des crimes. Est-ce que les crimes se valent? Relativement à cette question que je veux poser actuellement, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'aujourd'hui nous avons un écho favorable après l'assassinat de Martinez Zogo comparativement ou alors contrairement à d'autres crimes qui ont été effectués il y a plusieurs années ou plusieurs mois où l'enquête a piétiné? 2 choses, hein, de mon point de vue, sans que je ne pense que les 2 arguments soient exhaustifs. Certains pourraient en trouver plus de 2, mais il me semble que il y a des gens comme ça qui spirituellement sont forts. Vous ne versez pas leur sang pour rien. Il y a des gens comme ça. Moi, j'appartiens à la cosmogonie bantou. J'y crois et je pense qu'il y a des gens comme ça dont, sur le sang desquels se construisent des choses. Et visiblement, M. Zogo faisait partie de cette catégorie de personnes-là, oui. dont le sang crie justice et qui, de là où il est en train de travailler à la manifestation de celle-ci. Donc, ce qui veut dire que Martinez Zogo était d'une très forte spiritualité. C'est peut-être, c'est ça, ça peut étonner les uns et les autres que j'ai une approche qui manque de rationalité scientifique. Mais comme j'ai l'habitude de dire, les gens ont défini la science comme étant ce qu'eux ils comprennent. Dès qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas scientifique. Non, la
spiritualité relève de quelque chose d'extrêmement scientifique, de codifié, d'extrêmement réglementé, que les initiés comprennent. Donc oui, peut-être qu'il appartenait à la catégorie des gens dont le sang continue de travailler. Mais il y a un autre élément qui lui me semble un peu plus compréhensible pour les uns et pour les autres, oui. C'est que il y a un contact politique extrêmement fort entre l'assassinat de Martinez Zogo et l'état de construction, l'état d'avancement politique de notre pays. Et je crois que cela participe à donner cet écho-là et à entretenir la survivance de son décès dans la mémoire collective. Parce que généralement au Cameroun, j'ai observé que, et je crois que vous aussi vous avez pu l'observer, qu'un buzz efface un autre. Très facilement. Voilà, et il se trouve que cet événement montre très bien qui décide des buzz et de la façon dont ça efface dans la mémoire collective. Martinez reste et demeure le maître du game jusqu'à preuve de contraire. Vous comprenez donc que peut-être que c'est parce que les personnes qui sont impliquées dans cette affaire étaient celles qui utilisaient les médias et d'autres outils de communication pour remplacer un buzz par un autre. Et donc, comme elles sont impliquées, elles ont intérêt à ce que ça reste là-dedans. Impliquées soit du côté de l'accusation, soit du côté des accusés. Donc, je veux dire, tous les crimes ne se valent pas. Une injure au sens du droit, c'est un délit. Un coup, c'est un délit. Mais un assassinat, un viol, c'est pas la même chose. Donc je veux dire que ça ne se vaut pas. Il reste cependant que la nature, que le moment, que la conjoncture, que les personnes impliquées puissent participer à rendre une infraction beaucoup plus célèbre, plus médiatique et médiatisée que les autres, oui, sans que cela ne mette sur le même pied d'égalité les infractions qui ont été commises. Donc pour sortir sur la question, Monsieur, l'assassinat de Martinez Zogo, mettant en présence des personnes à forte résonance médiatique, oui, et puis impliquant aussi à un certain niveau de responsabilité politique. Oui. Je crois que cela participe à cristalliser l'attention. Mais évidemment, plus que plusieurs cassettes du pouvoir, ils sont impliqués. Alors, quand vous avez le directeur général du renseignement extérieur, qui est impliqué, en tout cas interpellé dans une enquête criminelle, retenu au-delà de la durée légale de garde à vue, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important dans un pays comme le nôtre, oui, et cela peut expliquer, sinon justifier, au moins expliquer précisément que cette actualité reste au goût du jour. Justement. Alors, toujours dans ce même sillage, on aimerait bien poser la question de savoir, puisque Reporters sans frontières estime que l'assassinat de Martinez Zogo est un crime d'État. Alors, selon vous, Maître, c'est quoi un crime d'État? Bon, en tout cas, le droit camerounais et même le dictionnaire juridique n'a pas synthétisé de définition qualifiée crime d'État. Mais le langage politique et journalistique a donné naissance à cette expression qui, de mon point de vue, décrit l'état d'un crime qui a des implications politiques ou qui implique des hommes politiques d'un certain rang. Lorsque l'origine d'un crime tire sa source de l'écosystème du biotope politique, oui, ou implique pour des raisons politiques, des hommes politiques, parce qu'un crime peut impliquer un homme politique, mais pour des raisons personnelles. Oui. C'est-à-dire qu'on peut commettre, un homme politique peut commettre un crime passionnel. Oui. La qualification crime d'État ne sera pas retenue. En tout cas, quand je dis qualification, oui, c'est pas par le juge, c'est la qualification par l'opinion publique. Oui, oui. La qualification crime d'État est retenue lorsqu'un homme politique commet un crime pour des raisons politiques. D'accord? Ou lorsqu'un crime est commis afin de tirer ou d'en tirer des avantages politiques. Alors, du point de vue juridique, est-ce que la loi reconnaît le crime d'État? Non, pas du tout. Ce n'est pas une expression qui serait synthétisée et qui apporterait une quelconque considération du point de vue de l'analyse juridique stricto sensu, non. C'est pas, je le réitère, c'est quelque chose de journalistique. Oui. C'est les journalistes qui parlent de ça pour relever simplement que contrairement au crime classique, celui-ci a été fait dans l'écosystème politique impliquant des hommes politiques. D'accord, restez un peu entre parenthèses, Maître. J'aimerais vous poser cette autre question. Que pensez-vous de ceux qui estiment qu'il s'agit d'un affrontement entre deux camps dont Martinez Zogo est à payer les frais? Ce serait difficile de répondre de façon péremptoire que non.
on est au Cameroun et on sait que la succession du chef de l'État, ne serait-ce que du fait de son âge, si ce n'est de la longévité au pouvoir, est une question qui se pose avec acuité et prégnance. On sait que les pouvoirs, par analyse historique, on sait que les pouvoirs qui durent ont tendance à à s'achever par des luttes de positionnement, parce que il y a des gens qui estiment que leur heure est venue, ils ont attendu 40 ans, 41 ans, ce qui peut se comprendre de façon légitime, même si on n'accepte pas les méthodes qui sont utilisées, ça peut se comprendre très facilement. Donc ce que je voulais dire, c'est que oui, on peut être en plein combat de positionnement étatique, avec en fil de trame la succession au président de la République. Les camps pourraient s'affronter. Il est de notoriété publique que M. Zogo avait une émission intitulée Embouteillage, qui était très courue visiblement à Yaoundé, et il s'est singularisé les semaines, voire les mois avant son décès, dans la dénonciation d'un certain nombre de crimes économiques impliquant des personnes très haut placées dans l'architecture de notre État ou bien de notre économie. Donc, cette hypothèse-là est malheureusement plausible. Les enquêtes permettront, je l'espère, d'apporter de la lumière et définitivement répondre à ces questions-là. Il ne nous appartient pas ici, dans le cadre du plateau, de dire de façon péremptoire que ce sont des guerres de pouvoir. Mais je crois que les auditions, les téléphones, les serveurs et toutes les autres enquêtes qui sont en train d'être menées maintenant, peut-être la coopération internationale aussi, permettront de mettre en lumière et de répondre définitivement à cette question. Mais la balance penche solidement pour penser que oui, les camps s'affrontent, que chacun utilise les moyens qui sont les siens, et que même la résolution de la question liée à l'assassinat du journaliste Martin Zogo va aussi être polluée par cette guerre de positionnement qui a cours, parce que entre la DGAE, le secrétariat d'État à la défense en charge de la gendarmerie, la DGSN, la direction de la sécurité présidentielle et d'autres, il y a beaucoup d'entités, et il se peut que tous ne jouent pas forcément pour le même camp, et que ce qui est en jeu, c'est la capacité du président de la République à mettre tout le monde d'accord sur le fait que les camps ne sont pas interdits, mais le Cameroun est prioritaire. Le Cameroun est au-dessus. Alors, ça c'est vrai. Toujours parlant de crime, mais surtout de la haute criminalité, j'aimerais aussi demander ceci, maître. L'État peut-il être coupable de crimes? Si oui, qui est habilité à constater cela? Si oui, sinon ça se gère comment? C'est compliqué. L'État étant nous tous, c'est compliqué de penser que l'État a commis un crime. Après, des hommes d'État peuvent commettre des crimes au nom de l'État. C'est-à-dire que dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent se rendre coupables de crimes. La responsabilité pénale étant individuelle, eh bien, ils vont répondre à titre individuel. Donc, l'État n'étant pas une personne physique, elle ne peut pas répondre d'un point de vue pénal. Ce sont les individus qui en exercent l'autorité, qui sont pénalement responsables pour les crimes qu'ils ont ou auraient commis au titre de l'exécution de leurs tâches et de leurs fonctions. Donc, et c'est en cela que c'est une belle question, parce que la deuxième partie, c'est-à-dire qui constate, c'est que c'est celui qui vous remplace, ou bien l'organisme en charge de le constater, qui va constater que quelqu'un qui était à cette position-ci a fait telle chose. C'est-à-dire que si vous êtes, je dis n'importe quoi, député, vous vous rendez coupable d'un crime, d'accord? Tant que vous avez l'immunité, vous êtes protégé. Mais quand vous finissez, vous pouvez être poursuivi. On peut même d'ailleurs vous retirer votre immunité pour permettre que les poursuites suivent leur cours en fonction du crime qui est allégué. Donc vous voyez que c'est en cela que la justice est bonne pour tous, parce qu'elle protège tout le monde en nos rangs et grades respectifs, mais elle a aussi prévu les moyens de faire en sorte que chacun soit responsable des actes qu'il a commis, soit au moment où il les commet, soit après, lorsqu'il est possible de le poursuivre en raison de privilèges dont la personne disposait. Alors, nous allons prendre les choses maintenant là tout sensu, parce que tout à l'heure, j'ai essayé de poser la question de savoir si le président de la République pouvait du jour au lendemain revenir et essayer de piétiner les enquêtes dont il a mis sur pied. Maintenant, je veux poser la question de savoir, est-ce que la raison d'État pourrait prendre le dessus sur la résolution d'une enquête criminelle qui a été mise sur pied?
Sans que je ne sois dans le secret des dieux, il faut reconnaître que oui, la raison d'État... écoutez, pourquoi a-t-on... Pourquoi ça vous fait rire, Mercre? Oui, parce que nous avons tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain dans la construction de nos États. Et puis, quand j'écoute souvent les intellectuels, on a des avis souvent très péremptoires sur des questions, alors qu'on imite des modèles qu'on n'a pas assez bien étudiés. Vous savez, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis, juste après sa mort, qu'est-ce qu'on a fait de tous les documents d'enquête? On les a archivés, on a mis ça sous... comment ils appellent? Il y a une expression juridique pour parler de ça, elle va me revenir. C'est-à-dire que on a scellé. Oui. On a scellé. On a interdit, personne n'y a accès. Et ça ne sera ouvert que lorsque le public de poursuite sera clos. C'est-à-dire que lorsque la période de poursuite, la possibilité de poursuivre sera foreclose, et bien c'est là où les gens pourront y avoir accès. Oui. C'est un peu comme les données liées à la colonisation, on a classifié, voilà l'expression juridique. On a classifié. Et c'est comme les données liées à la décolonisation en Afrique. Tous les crimes qui ont été commis ont été classifiés par l'État français. Ils n'ont été déclassifiés qu'avec le président Sarkozy ou Hollande, un truc comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, pour la protection de l'État, lorsque un certain nombre de choses ne peuvent pas être dites, oui, on peut protéger l'État en faisant en sorte qu'une enquête n'aille pas à son terme. Ça, c'est possible. Mais je crois que en cette matière, on n'est précisément pas là. Parce que les gens, je ne crois pas qu'on ait assassiné Martin Zogo. Je n'y crois, mais alors absolument pas pour protéger l'État du Cameroun. Je crois que si les gens qui se sont livrés à ce type d'assassinat barbare et odieux l'ont fait pour leur bénéfice personnel. Invoquer la raison d'État, c'est lorsque l'équilibre... Est-ce qu'on peut donc dire que des hommes d'État l'ont fait pour des raisons personnelles? Endossant cela à l'État? Non, ils ne peuvent pas. La preuve, c'est que les développements récents de ces derniers jours montrent très bien que l'État est en train de faire son boulot et a décidé via le président de la République qui a ouvert une enquête conjointe entre le CED et la Direction générale de la Sécurité nationale, que l'État a décidé que toutes les personnes qui étaient impliquées de près ou de loin dans l'assassinat de Martinez Zogo allaient payer pour leurs crimes. D'accord. Maintenant, avant de nous dire quels sont les risques que courent les personnes qui gravitent autour des infractions d'État, vous commencerez d'abord par nous dire c'est quoi une infraction d'État? Bon, comme pour les crimes d'État, je crois que c'est la même chose. Il n'y a pas une... Les notions comme ça sont des notions de journalistes, une fois encore. Oui. C'est-à-dire que si vous prenez le code pénal du Cameroun, vous ne trouverez pas la notion crime ou infraction d'État, ça n'existe pas. C'est simplement que lorsque dans leur fonction politique ou pour des avantages politiques, des hommes politiques, des hommes de pouvoir commettent des crimes, eh bien, on parle de crime d'État par extension journalistique. Oui. Mais à la vérité... Selon le contexte. Oui, suivant le contexte précisément. Mais à la vérité, c'est des crimes qui sont commis pour leur prospérité personnelle. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez me dire, si c'était le cas, l'assassinat de... du docteur Charles Ateba Eyene, c'était pour protéger l'État? Non. Est-ce que Monseigneur Benoît Bala c'était protéger l'État? Est-ce que les sœurs de Djoum et d'autres c'était protéger l'État? Non. Est-ce que Mpondo c'était protéger l'État? Non. C'est pas tout à fait exact. D'accord? C'est pas tout à fait exact. Mais il se trouve que c'est des hommes d'État qui l'ont fait pour protéger leur position d'État. C'est en cela que l'extension prend... En citant, vous avez oublié aussi Samuel Ouazizi. Par exemple, ou Bibi Ngota. Bibi Ngota, oui. Voilà, donc on pourrait passer la soirée à en citer. Certains disent même la Piro de Banga et d'autres. Après, je veux dire, ce qu'il reste, c'est que ces crimes-là sont commis par des personnes physiques dans le cadre de l'exercice de leur fonction politique et que pénalement, ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. Et le travail qu'il y a à faire, c'est de permettre à notre justice, c'est de permettre à l'ensemble des officiers de police judiciaire de pouvoir faire leur travail, d'apporter suffisamment d'éléments aux juges afin qu'ils puissent dire une justice qui soit juste et équitable pour tous. Pour une situation comme celle autour de Martinez Zogo, quelles peuvent être les peines ou la peine à encourir par les forfaitaires? Bon, ça peut aller de... Déjà, si c'est un crime, c'est minimum 10 ans.
Maintenant, ça peut aller de 10 ans jusqu'à perpétuité, en fonction du crime lui-même, l'infraction telle qu'elle sera qualifiée à la fin par le juge, Oui. Mais également en raison des circonstances aggravantes qui peuvent être retenues par le juge. Il peut s'agir des tortures dont vous avez parlé, il peut s'agir de la qualité de la préméditation, il peut s'agir de la proximité entre le coupable et la victime, ainsi de suite. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte pour aggraver ou, le cas échéant, adoucir la peine qui sera retenue. Mais comme c'est un crime, c'est minimum 10 ans. Alors, je vais essayer un peu de faire lever quelques équivoques. Alors, pour celui qui, par exemple, vole 50 milliards de francs CFA, et c'est lui qui a, je vais dire une chose banale, excusez chers téléspectateurs, pour celui qui enfonce un poignard dans le dos de son alter ego, quelles peuvent être les différences de peine entre les deux? Je suis sûr que ce n'est pas une vraie question parce que tu as la réponse, mais je crois que tous ceux qui nous écoutent aussi savent que... Bon, est-ce que celui qui détourne 50 milliards de francs CFA est un criminel? Oui, le criminel, c'est un criminel économique. C'est un criminel économique. Mais il ne me viendrait pas, malgré la société extrêmement capitalistique et matérialiste dans laquelle nous sommes, de mettre sur les deux plateaux d'une balance, d'une part 50 millions ou milliards et de l'autre côté une vie humaine. Je crois que la sacralité de la vie humaine est telle que elle ne souffre pas de comparaison avec quelques autres ressources matérielles que ce soit. Donc une fois que cela est évacué, il reste que oui, du point de vue de la qualification pénale, c'est une infraction économique de détournement, autant que c'est une infraction... Et du point de vue de l'intention également. Bon, après, il y a les crimes économiques n'intègrent pas le caractère intentionnel. Détourner, c'est détourner. Par exemple, prendre de... Vous savez... Prendre sans la permission. Non, ça c'est le vol. Si un citoyen, ça c'est juste pour la culture générale de tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes aligné devant un kiosque, devant une pharmacie, vous payez un médicament, et votre voisin de derrière pique votre argent, c'est qualifié de vol. Mais si vous êtes aligné à un guichet, par exemple de téléphonie de la société publique comme telle, sans publicité, et que quelqu'un pique votre argent, ce n'est plus du vol, c'est du détournement de deniers publics. Donc, vous êtes accusé de détournement lorsque vous prenez de l'argent qui était dans les caisses de l'État ou qui était destiné aux caisses de l'État, même si ce n'était pas encore dans les caisses de l'État. Donc, si vous vous rendez coupable de... Et peu importe l'intention, que ce soit l'intention de distribuer, de s'en servir ou de garder, c'est une infraction. C'est une infraction consommée. C'est d'un point de vue de l'assassinat et tout qu'on va regarder le caractère intentionnel. Après c'est autre chose. Alors, nous allons poursuivre, maître, l'enquête autour de l'assassinat de Martinez Ogo. Peut-être, pouvez-vous avoir le sentiment que le chef de l'État, Paul Biya, a lancé cette enquête après la pression de la communauté internationale? Deux choses, ou trois. La première, c'est qu'il était de bon ton qu'il y ait une enquête. Il ne faut pas cracher là-dessus. C'est bien qu'il l'ait fait. Donc, peu importe les raisons, je préfère dire d'entrée de jeu que c'est bien que ça ait été fait. C'est bien que pour une fois, il y ait cette mobilisation. C'est bien que pour une fois, il y ait cette pression. C'est bien que pour une fois, il y ait tout ce qui se passe là. Je ne sais pas exactement comment ça va finir, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pour une fois, c'est bien que les Camerounais se fixent sur une cause, qu'il y ait une indignation collective, qu'il y ait le besoin de savoir ce qui se passe et de faire en sorte que les responsables rendent gorge. Ça, c'est très bien. Une autre chose qu'il faut dire, c'est que l'opinion publique ne la simplifiait pas. Il y avait aussi la nécessité pour le président Paul Biya de répondre à l'appel de son peuple qui a réclamé avec beaucoup de véhémence et d'acuité que justice soit dite sur le cas de Martinez Ogo, parce que peut-être c'est un de trop. Vous savez, il ne s'agit pas de l'importance de celui qui est décédé. C'est vrai que c'est un de trop, mais on a comme l'impression que d'autres comme Monseigneur Benoît Bala, les Samuel Ouazizi, les Bibi Ngota, les Charles Ateba-Yéné, on a comme l'impression que ce sont des crimes parfaits. Non, c'est juste que, à la fois, parce que, vous savez, quand ça monte, vous ne savez pas quelle sera la goutte qui va faire déborder le vase. Et il me semble que, sans que personne n'ait pu voir venir, cette goutte-ci est de trop. D'accord?
Mais le caractère odieux aussi, cette exposition malsaine, vilipendée, voilà, de sa dépouille, a participé à créer un émoi encore plus fort, a participé à créer une sorte d'agrégation d'énergie. Est-ce que vous n'avez pas aussi le sentiment que c'était peut-être un message que ces personnes, ces malfaiteurs lançaient à l'endroit de l'opinion? Eh bien, parce qu'ils pouvaient bien, après avoir rempli cette sale besogne, aller peut-être enfouir le corps sous terre. J'espère que précisément le message qu'ils voulaient faire entendre est des échos et que eux aussi entendent ce message par ce qui est en train d'arriver. J'espère que vraiment à la fin, ça a été un choix. Parce que c'est un choix qui finalement va leur faire regretter tout ce qu'ils ont fait. Le fait d'avoir exposé cette dépouille de cette façon-là, d'avoir profané cette dépouille comme ça, d'avoir blessé la sensibilité des gens et les émotions des gens, de n'avoir respecté ni la mère, ni les parents, ni les enfants, ni l'épouse de ce monsieur, c'est quelque chose de profondément déchirant. Et je veux croire que la spiritualité de chez nous va leur rappeler les bons souvenirs de ce qu'il y a un minimum qu'il faut respecter, même quand on est dans la mafia. Alors, une fois que vous parlez de spiritualité et peut-être ils ne sont ni croyants ni pratiquants. Mais c'est pas parce que vous ne croyez pas que l'air existe que vous ne respirez pas. Donc ça va s'appliquer à eux, qu'ils sachent ce qui leur arrive ou qu'ils ne le sachent pas. La loi ou la force de la nature. Oui, on y est, on n'a pas choisi. Et même quand on est parti, on y est encore et on ne choisit pas. Vous connaissez quelqu'un qui meurt et n'est pas dans la nature, qu'on vous ait enterré, qu'on vous ait emmerdé, qu'on vous ait enléré, et bien de toutes les façons, vous êtes dans la nature. Donc personne n'échappe à Dame Nature. Elle fait de nous ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle a le bras long, elle a les grands yeux. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand la nature ouvre ses yeux, elle vous voit. Quand elle tend la main et qu'elle veut vous toucher, elle vous atteint. Soit pour vous rendre les coups que vous avez donnés aux autres, soit pour vous rendre les caresses que vous avez données aux autres. Donc de toutes les façons, il faut rester convaincu que ça se passe comme ça toujours. D'accord. Maintenant, je voulais dire quelque chose pour que la réponse à la question sur l'enquête ouverte par le président soit, de mon point de vue, achevée. Oui. Il ne faut pas éluder le fait que le président Paul Biya est quand même attentif à l'image que son pays renvoie à l'étranger. Et donc, qu'il y ait eu un fort retentissement médiatique comme ça, à l'époque où effectivement la télévision ce n'est plus à l'époque de la radio, ce n'est plus à l'époque de la télé seulement, c'est à l'époque des TIC, où l'information va très vite. Je crois qu'il a à cœur aussi de toiletter, de nettoyer son image, et il est très à cheval lorsqu'il est à l'étranger sur les questions de droits de l'homme, c'est la capacité du Cameroun à continuer de garantir un certain nombre de sécurité juridique. D'accord. Donc cela peut participer à expliquer le fait qu'il soit tout à fait dynamique, proactif dans la recherche de la vérité concernant le cas Martinez Zogo. D'accord, puisqu'il est proactif et d'autant plus qu'on est en train de faire savoir qu'il y aurait également d'autres caciques du pouvoir, également des membres du gouvernement qui sont impliqués dans cette affaire. Nous espérons peut-être que dans les tout prochains jours, il y aura un remaniement ministériel pour que ceci soit interpellé, peut-être, on ne sait pas trop, mais ce n'est pas un souhait pour nous. La justice va faire son travail. Nous acheminons vers la fin de cette émission, Maître. Nous allons vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par présomption d'innocence et présomption de culpabilité. En fait, au Cameroun, il y a la présomption d'innocence. La présomption de culpabilité, c'est relève de l'ancien droit où, lorsque vous étiez accusé, on considérait que vous étiez coupable jusqu'à ce que vous apportiez la preuve du contraire. D'accord, c'était la méthode inquisitrice. Donc, quelqu'un vous accuse, c'est à vous d'apporter la preuve que vous ne l'avez pas fait. Dans la présomption d'innocence, on parle du principe que lorsque quelqu'un est accusé, il n'est pas coupable jusqu'à ce que l'accusateur apporte la preuve que ce qu'il dit est vrai. Donc, quand vous êtes accusé de quelque chose, le droit camerounais considère que vous êtes encore un innocent. Jusqu'à ce que celui qui vous accuse apporte la preuve intangible de votre culpabilité. C'est simplement cela. Alors que dans l'ancien droit, dans la méthode inquisitrice, lorsque vous étiez accusé, vous étiez ipso facto considéré comme étant coupable jusqu'à ce que vous, l'accusé, apportiez la preuve que vous n'aviez rien fait. Aujourd'hui, quand vous êtes accusé, vous êtes considéré comme n'ayant rien fait jusqu'à ce que l'accusateur apporte la preuve de votre culpabilité. Donc, c'est en cela que notre Code de procédure pénale prévoit un certain nombre de mécanismes permettant de protéger l'accusé jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit apportée, notamment dans les gardes à vue et consorts. Ce n'est pas tout le temps respecté, c'est quand même là. Voilà pourquoi j'ai dit que la construction de l'état de droit, c'est à la fois la mise en place d'un arsenal juridique clair, précis
étoffée pour les citoyens, et de l'autre côté, sa stricte et juste application par les personnes en charge de celle-ci. Pour le moment, nous avons les textes, mais nous balbutions encore quelquefois gravement dans leur application. Ça veut donc dire que les avocats des différents mis en cause dans le cadre de l'assassinat de Martinez-Ogo ont du pain sur la planche. Oui, bon, disons que si on applique le principe de la présomption d'innocence, toutes les personnes qui ont été interpellées, qui sont inculpées ou pas, je ne crois pas encore, dans le cadre de cette affaire, sont présumées innocentes parce qu'on n'a pas encore apporté la preuve de leur culpabilité. Après, s'il y a aveu, parce que j'ai dit qu'il y avait aveu de l'un des officiers qui était impliqué. Si c'est avéré qu'il y a aveu, eh bien, ça veut dire qu'il y a repenti actif. Le repenti actif, c'est l'acte de quelqu'un qui commet une infraction et qui vient dire « oui, je l'ai commis ». Dans ce cas-là, le juge intègre cela comme une circonstance atténuante. Pas comme une excuse atténuante, pas une circonstance. Parce qu'il faut faire la différence. Les circonstances, c'est lorsque le juge lui-même dévoile des éléments qui permettent de dire celui-ci est quand même de bonne foi. Et lui décide alors de les intégrer pour aménager votre peine à la baisse. Mais les excuses, c'est lorsqu'il y a des comportements que la loi a prévus d'avance. Comme quelqu'un qui vient se rendre, comme quelqu'un qui dit « ok, je vais participer activement à l'enquête ». C'est une excuse atténuante qui a des effets automatiques sur votre peine, que le juge le veuille ou non. Donc, dans ces cas-là, on peut par exemple décider que telle personne est déjà innocente parce qu'il y a eu repenti actif. Et donc, cela peut pousser les autres soit à reconnaître, ou en tout cas soit à aggraver leur situation parce qu'elles ne reconnaissent pas alors qu'elles avaient le moyen de le faire. Donc, il faut simplement laisser que les enquêtes suivent leur cours, espérer que l'esprit de Martinez-Ogo continue de veiller sur sa famille et que la pression soit mise sur l'ensemble des personnes qui ont été impliquées dans son assassinat afin qu'elles puissent répondre devant la justice. D'accord, sortons avec cette dernière question dont vous allez répondre de manière succincte, maître. Quelle est la note que vous pouvez attribuer au Cameroun ou alors à la justice camerounaise en termes de la préservation des valeurs ou encore des droits des Camerounais? Courage, il reste encore beaucoup de choses à faire. Encore beaucoup de choses à faire. Oui. Alors, mesdames, messieurs, vous avez compris, pour ce qui concerne la justice camerounaise, elle a encore un très grand chemin, mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle a déjà fait jusqu'ici est des moindres. On peut tout au moins l'accepter, n'est-ce pas, maître? De toutes les façons, on n'a pas le choix. On est Camerounais, on est là, on doit travailler partout où nous nous retrouvons dans le monde. On doit travailler à améliorer l'état de notre pays parce que nous en avons le devoir et la responsabilité, à la fois vis-à-vis de nos célèbres dévanciers qui ont versé leur sang et leur sueur pour que nous puissions marcher comme des hommes libres sur notre terre, mais également pour la postérité. Parce que nous devons construire de façon à laisser à nos enfants l'image des parents qui seront battus et qui n'auront pas transféré sur les générations futures les problèmes de leur époque. Parce que nos enfants, ils auront leur challenge, ils auront leurs défis. Donc la construction de l'état de droit est quelque chose de processuel, je l'ai dit. Il y a chez nous suffisamment d'outils pour construire et bâtir un état prospère. Maintenant, il faut y mettre un peu de volonté, il faut y mettre un peu d'enthousiasme politique, il faut y mettre du courage, il faut y mettre aussi un sentiment de patriotisme partagé, parce que la tendance est souvent de réclamer le patriotisme à ceux d'en bas, alors que ceux d'en haut ne prêchent pas par l'exemple. Merci, maître. Une fois de plus, merci. Sentiment de patriotisme, volonté et courage, tels sont les mots qui ont été prodigués par maître Franklin Niedieu, avocat au barreau, expert en sciences criminelles et du comportement. Avec lui, nous avons passé pas mal de temps à épiloguer autour de l'assassinat de Martinez-Ogo, avec comme fil de crame, affaire Martinez-Ogo. Existe-t-il un crime d'État? Nous en avons longuement parlé et nous savons que vous à la maison, partout où vous êtes, vous avez amplement bénéficié de tout cet échange que nous avons passé sur ce plateau de 7 minutes pour convaincre Stop F1. Nous vous prions de passer une très belle semaine, oui, et rester en compagnie de nos programmes. Rendez-vous pour la prochaine édition.